Avec nous sur ce plateau, Erika Campelo de l'association Autre Brésil. Votre association, elle essaie de donner une autre lecture des événements au Brésil. Alors, c'est quoi cette autre lecture qu'il faudrait avoir sur cette condamnation de Lula? Alors, bonsoir tout d'abord. Donc, ce qui se passe au Brésil et qu'on essaye de décrypter cette société brésilienne dans toute sa complexité, c'est que Lula a été jugé d'abord en première instance au mois de juillet dernier, 2017, et il a été condamné à 9 ans de prison. Un appel, donc un deuxième appel, il vient d'être condamné le 24 mercredi dernier, à 12 ans. Et pour nous, c'est qu'on essaye de décrypter pour la société française, c'est des échos, des mouvements sociaux et de la gauche brésilienne, des partis de gauche et toutes les forces progressistes du pays qui disent aujourd'hui que le procès n'était pas équitable. En quoi il n'était pas équitable, ce procès ? Alors, le procès n'était pas équitable parce en expliquant simplement pour un public qui n'est pas forcément au fait de la politique, de la complexité de la politique brésilienne. Oui, exactement. Donc, pourquoi il n'est pas équitable? Lula a été condamné par des faits indéterminés, reposant sur de l'absence des preuves matérielles. Quand je parle des preuves matérielles, lui, il était... Donc, tout le jugement se basait sur un supposé appartement qu'il avait reçu, un appartement de luxe, 3 étages, triplex, à côté de la ville de São Paulo, qu'il avait reçu en échange de favoriser des appels d'offres de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras. Donc, pourquoi je dis qu'il était condamné par manque de preuves matérielles? C'est parce que, dans ces cas, il n'avait aucun acte de notaire, aucune des 73 témoins qui ont apparu au procès, aucune a dit l'appartement l'appartenait, toutes disaient non, on n'a aucune connaissance des liens entre Lula et cet appartement. Donc, il y a eu beaucoup de dénonciations, c'est ça, qui ont été, elles, prises pour argent comptant. Voilà, exactement. Ce qu'on appelle au Brésil de delação premiada. C'est quoi la delação premiada? C'est un mécanisme judiciaire qui a été créé au Brésil au XVIe siècle, qui avait disparu de la législation et qui est apparu récemment, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc pour lutter contre le crime organisé. Ce qui se passe, c'est que le crime de corruption est considéré comme un crime organisé. Donc, quelqu'un qui est impliqué ou est en procédure pendant toute l'enquête de la police et quelqu'un qui est mis en examen pour négocier sa peine, pour faire baisser ou réduire sa peine, peut dénoncer quelqu'un d'autre. Et donc, dans toute cette tentaculaire... tout cas de la Petrobras, tout ce qui est passé sur les cas de corruption avec l'entreprise de pétrole Petrobras, à un moment donné, un ancien président d'une filiale d'Odebrecht, entreprise du BTP brésilien, pour réduire sa peine, a dénoncé Lula en disant, voilà, il est responsable de corruption passive parce qu'il nous a donné, il a laissé faire dans le cas de toute la lutte de corruption, dans le cas de Petrobras. Donc voilà. Et ça arrangeait tout le monde manifestement, c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est que ça arrangeait les gens, qu'il y ait des gens, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent dénoncer Lula, que ça soit vrai ou faux. D'ailleurs, moi je suis pas juge, je suis pas brésilienne, j'y connais, j'écoute juste ce que vous avez à me dire là-dessus. Oui, parce que, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la gauche brésilienne, les forces progressives, les mouvements sociaux qui étaient très divisés, mais aujourd'hui ont fait front unique pour soutenir Lula, tous dénoncent ce procès pour dire que ce procès n'est pas un procès équitable, que c'est plutôt un procès politique pour l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections présidentielles qui vont avoir lieu en octobre 2018, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même 37% d'intention de vote et le deuxième candidat d'extrême droite en a 20%.
Hier, il y a eu, on en parlait à l'instant, des manifestations de soutien à Lula. Il s'y est lui-même rendu et il a dit Lula est sur le banc des accusés, mais c'est le peuple brésilien qui a été condamné, et il s'est même comparé à Nelson Mandela. Est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu quand même? Là-dessus, on est bien d'accord. Je pense que Mandela a fait quand même 30 ans de prison, il ne faut pas le négliger. Mais je pense qu'il faut contextualiser le Brésil, la politique. Lula, il vient d'une région très pauvre du Brésil. C'est quelqu'un qui n'a pas eu accès aux études supérieures. Il s'est fait par lui-même. Il commence sa carrière de syndicaliste au début de la dictature militaire dans les années 64. Il devient à la fin de la dictature, à la fin des années 70, début des années 80, il s'est battu énormément contre la dictature pour ce qu'on appelle au Brésil les direta já, donc le droit de voter directement, de choisir son président et ses parlementaires. Donc il a toute une histoire proche du peuple brésilien, surtout par le moment fort de l'histoire moderne brésilienne, qui c'est son élection en 2003, et tous les programmes sociaux qu'il a mis en place pour quand même réduire énormément des inégalités sociales du Brésil. Alors, il faut préciser qu'il y a de nombreux recours qui sont encore possibles, de nombreux recours juridiques, judiciaires. Ouais. C'est pas encore complètement terminé, mais c'est quoi l'alternative pour la gauche brésilienne? Comment vous voyez, vous, l'élection d'octobre prochain? Alors, par rapport aux recours, il y en a plus ou moins, c'est très complexe. Je ne suis pas juriste, mais ils n'ont pas tant de possibilités que ça. Ils peuvent juste parler des vices des procédures. Ils ne peuvent plus attaquer la condamnation sur le fond. Le jugement, il est rendu. Donc là-dessus, ils ont à peu près 2 mois après les recours. Donc, dès que les avocats de la défense vont déposer les recours, ils auront à peu près 2 mois pour essayer de bloquer la prison, parce qu'il aura de la prison ferme. Et la gauche brésilienne, elle devient quoi alors? Alors, ça c'est la grande question, et c'est un grand défi pour la gauche brésilienne et les mouvements sociaux qui sont très forts là-bas. C'est que comment réfléchir une alternative sans Lula. Et ça, c'est très important pour les mouvements brésiliens. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à se poser cette question. La question a été posée, mais comme la gauche en France, on connaît bien ça en France aussi, c'est pas une gauche unie, un front commun. À un moment donné, il y a des intérêts particuliers et des points politique à défendre, et c'est tout à fait louable. Mais la question aujourd'hui, c'est construire une alternative à Lula. Et ça va être aussi important parce qu'il a 70 ans, 72 ans. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que le mandat d'un président au Brésil dure 4 ans. Même s'il est élu, s'il arrive à être candidat et être élu, après 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait le Brésil? Qu'est-ce qui fait la démocratie brésilienne? Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles il faudra que le média revienne. Merci beaucoup, Erika Campelo, d'être venue nous décrypter un peu votre vision du Brésil et de cette condamnation de Lula. Merci.